Je vais inviter le panel qui va venir nous rencontrer, explorer l'intelligence artificielle, transformer les pratiques d'accompagnement, les compétences, les rapports humains dans le monde de l'emploi, tout en se questionnant. L'intelligence artificielle au prisme des pratiques, regards croisés d'experts et d'intervenants. Je vous invite à monter et je vais vous présenter une fois que vous allez être confortablement assis et assises. Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil de l'emploi de la métropole, qui va être avec nous. J'ai Mathieu Barrault, désolé, excuse-moi, directeur principal au Centre de recherche informatique Le CRIM à Montréal. J'ai Joël qu'on vient de rencontrer ensemble, Joël Tremblay, qui est chez Technocompétences, qui va être ici moins dans sa perspective de philosophe que dans sa perspective de directrice générale par intérim de Technocompétences. Mélanie Trottier, professeure en organisation du travail au département d'organisation des ressources humaines de l'École des sciences de la gestion, ESG-UQAM, membre et chercheuse associée à Obvia et membre de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur la santé, sur le travail, santé, genre et égalité, le SAGE. Philippe Tousignan, fondateur et PDG d'Ecoesia. Merci, Ecoesia. Spécialiste en éducation et en coopération internationale, concepteur de solutions éducatives pratiques, passionné par la transformation sociale. Et je vais présenter Nisrine. Nisrine, qui est votre PDG, votre directrice générale, depuis maintenant combien de temps, Nisrine? Depuis le 23 mai 2023. Ça, c'est assez précis. Je vous laisse et je viens vous revoir pour la période de questions. Et je vous invite à prendre des notes et je vais aller écouter s'il y en a qui veulent des shooters dans la salle. Donc là, on va partir de la petite discussion, puis je vais m'adresser à Jean. Jean, étant le président de la Commission des partenaires des marchés de travail, du Conseil emploi métropole, on s'entend qu'on voit tous les jours ensemble des transformations très importantes en cours. Et puis ma question va être la suivante. Donc, comment l'IA redéfinit-elle les besoins de compétences et les modèles d'emploi au Québec, pour commencer? Et peut-être que je vais aussi voir avec toi comment la CPMT anticipe-t-elle ces changements dans la planification des politiques et des formations. Et puis la question est bien sûr principalement posée à Jean, mais soyez à l'aise à intervenir. Ça va être comme ça qu'on va vouloir peut-être discuter. Bien, dans un premier temps, la commission, son mandat, vous savez, c'est un organisme public composé de partenaires du marché du travail, ça le dit bien. C'est un réseau de plus de 1000 personnes bénévoles, comme Nisrine, qui siège au Conseil emploi métropole, comme Joël, dans son équipe des administrateurs et des administratrices qui sont dans les CA, dans les comités exécutifs. Donc, c'est plus de 1000 personnes au Québec qui irriguent cette concertation-là. Plusieurs dans la salle sont là. Je reconnais Patrick, votre président, qui est président du comité consultatif pour les personnes judiciarisées adultes. Donc, et à travers ça aussi, c'est un autre réseau. C'est tous les réseaux qui font partie de notre réseau. Donc, le mandat de la commission, c'est de conseiller, bien sûr, le gouvernement du Québec sur des politiques de main-d'œuvre, de développement des compétences pour la main-d'œuvre actuelle et future. Futur, donc IA. Donc, j'y reviendrai. Et c'est de proposer des mesures, des programmes, ce qu'on fait avec les ressources financières que l'État québécois nous donne ou l'État fédéral, et bien sûr des cotisations provenant de la loi du Fonds de développement et reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, la fameuse loi du 1 %. Donc, l'ensemble de ces leviers financiers-là nous permettent d'innover, de proposer des projets, des programmes. Alors, sur la question de l'IA, bien évidemment, la commission est interpellée depuis un an, environ un an et demi, où on s'est dit en juin 24, il faut véritablement qu'on dépose au gouvernement du Québec, donc au ministère qu'on compose le gouvernement du Québec pertinent, on dépose un avis de la commission pour orienter les politiques publiques liées à ça. C'est notre mandat et la loi est très claire, c'est-à-dire que la commission dispose d'un pouvoir pas législatif, mais quasi législatif, c'est on remet un avis à un ministère et si le ministère ne fait pas suite à notre avis, on a un pouvoir d'interpellation. On ne l'a jamais utilisé. C'est que vraiment, c'est comme la balle dans le barillet. Tu le tires une fois puis c'est fini. C'est un pouvoir assez colossal parce que ça permet à un ministère d'être interpellé pratiquement publiquement par la société civile sur le non-respect d'un mandat qui avait été confié à une commission. Donc, c'est un pouvoir qui est là, mais on travaille différemment, bien sûr, avec intelligence et pragmatisme. La commission, donc, sur l'intelligence artificielle, la première chose qu'elle a dit, c'est on va se donner les moyens de comprendre de quoi on parle. Donc, avoir une grammaire commune, un langage commun, décoder
décoder les enjeux, le bon grain de livret, des charlatans, des vendeurs du temple, parce qu'on a quelques vendeurs du temple dans ce secteur-là. Donc, être capable de bien déterminer un peu de quoi s'agit-il et qu'en est les conséquences sur la main-d'œuvre, mais sur les gestionnaires aussi. Et je vous rappelle qu'on est dans un contexte au Québec où c'est des PME à plus de 90 %. Donc, on est dans les entreprises qui, vous avez le propriétaire qui est directeur des opérations ou directrice des opérations, directrice ou directeur des ressources humaines, qui est aussi assisté, il fait tout, là, il fait tout. Il n'y a pas beaucoup, ce n'est pas les Bombardier, ce n'est pas les General Dynamics où vous avez un bureau des ressources humaines de 40 personnes qui peuvent réfléchir d'avance. On n'est pas là souvent dans la plupart de nos entreprises. On survit au lundi à partir des machines, puis qu'on finit la semaine en livrant les commandes. Donc, ça fait en sorte que la conjoncture ou le contexte dans lequel on est, puis vous le savez, dans plusieurs cas, vous travaillez avec ces entreprises-là, c'est toujours l'urgence. Donc, il faut qu'on soit capable de mettre sur pied une analyse fine de ces enjeux-là. Alors, ça se fait actuellement. Et le Conseil Emploi Métropole, que je préside également, où Nisrine siège pour représenter le monde communautaire, qui est composé exactement comme la commission de 4 collèges, employeurs, main-d'œuvre, communautaire et 3 ordres d'enseignement, a déposé à la commission au mois de juin, cet été, au mois de juillet dernier, un avis du Conseil Emploi Métropole avec une vision métropolitaine. C'est son mandat sur la question de l'intelligence artificielle avec une série de recommandations que je vous invite à aller consulter parce que c'est fort intéressant. C'est le premier avis d'une organisation qui se préoccupe des enjeux de développement des compétences de la main-d'œuvre et des gestionnaires. La commission actuellement, vous savez qu'elle avait déjà déposé en 2022 son fameux le référentiel des compétences du futur. Et j'entendais Joël ce matin, une des compétences clés liées à l'intelligence artificielle, c'est les compétences transversales. Donc, le savoir, c'est une chose, mais le savoir-faire et le savoir-être, oh là là, on va avoir quelques beaux défis dans les prochaines années. Et à travers ce référentiel des compétences du futur que vous pouvez retrouver sur le site de la Commission, ça vous donne les éléments clés pour développer la main-d'œuvre. Donc, le 8 décembre prochain, je fais une annonce ce matin, le 8 décembre, la commission siège et on va mettre au jeu des programmes. On va lancer un nouveau programme avec un calendrier de lancement des appels de projets sur l'intelligence artificielle, sur la productivité, parce que c'est beaucoup lié ensemble, et bien sûr, tous les enjeux de littératie numérique et de numératie, où on a un défi colossal au Québec à relever, où 50 % de la main-d'œuvre a des défis importants de faiblesse à cet égard-là. Donc, vous voyez, on a une tempête parfaite où l'intelligence artificielle arrive avec le développement des compétences des gestionnaires et de la main-d'œuvre, avec des enjeux de littératie, des enjeux de comment travailler dans des milieux de travail, donc s'intégrer. Donc, à travers tout ça, la commission est là. Et au cours, puis on a commencé à travailler des recherches plus pointues. On met à contribution, évidemment, Technocompétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre qui travaille au sein de la commission, reconnu par la commission comme OBNL représente ce secteur-là. Et on travaille aussi avec l'ensemble de nos réseaux pour être capable au printemps de remettre au gouvernement du Québec un avis avec des recommandations et surtout des mesures, des programmes. Mais on va déjà lancer le 8 décembre à la commission, à la demande de la ministre qui nous a demandé d'accélérer. Au départ, nous, c'était plus tard au printemps, mais bien sûr, l'urgence ou l'échéance de la potence, comme je dis souvent, nous appelle à être beaucoup plus rapide compte tenu qu'on est là. Alors, j'arrête Nisrine parce que je pourrais parler 3 heures de temps. Merci beaucoup, Jean. Puis effectivement, pour ne pas le nommer, le référentiel de compétences de futur est très utilisé dans notre réseau de façon pas mal avancée et accélérée. Et on bâtit beaucoup au niveau des bilans de compétences qu'on construit avec nos participants là-dessus, parce qu'on sait très bien que le savoir-être est au cœur de toute démarche et de tout placement, et le savoir-faire qui y est lié en étant aussi de très important. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à cette question? Qu'est-ce que vous en pensez pour la planification de la formation, pour les années à venir, peut-être une petite intervention là-dessus? Vas-y, Philippe. Oui, planification de la formation. Coucou tout le monde. Sont-ce des bananes sur vos bas? Oui, c'est ça. OK, oui. c'est bon. C'est effrayant, hein? Oui, effectivement. J'ai comme c'est intéressant. Les bananes, c'est intéressant. Les bananes. Ouais. Donc, 2, 3 éléments de réflexion, mais un des enjeux, c'est la vitesse ou la lenteur de la réforme des programmes collégiaux universitaires. Le temps que les modifications se fassent, le temps qu'on tombe en modification de programme, que ça passe par les ministères puis que ça redescende, il est déjà désuet. Puis ça, pour moi, c'est comme c'est un point assez important. Puis plus les programmes sont axés sur des éléments techniques, plus cette boucle-là est critique, plus les programmes sont, pas philosophiques, philosophiques, mais plus les programmes sont
sont généraux dans leur approche, plus c'est facile de les adapter. Mais en ce moment, on appuie des institutions à faire de la révision de programmes de formation, puis ce qu'ils mettent dans les programmes, c'est des choses qu'on se disait il y a déjà 10 ans. Puis là, ça vient de partir en révision, puis on espère voir la couleur de ça dans 3 ans. C'est ça. Donc, il y a de l'agilité puis à injecter, puis il y a peut-être quelque chose qui est à faire aussi à l'extérieur du milieu postsecondaire pour pouvoir accélérer aussi un certain nombre de choses là, pour les personnes qui ont besoin d'aller chercher un emploi. Merci Philippe pour cet ajout. Puis c'est là où je vais faire ma petite intervention concernant notre monde de l'employabilité dans le fond, parce qu'on s'entend que pour nous, pouvoir placer du monde en emploi, aider les personnes, les accompagner, bien, c'est beaucoup lié aussi aux besoins des entreprises. Mais si les formations que ces personnes-là peuvent éventuellement avoir ou avoir suivies ne sont plus en lien avec les compétences requises dans les milieux professionnels, bien, c'est certain qu'on va avoir un retour de manivelle, puis ces gens-là vont revenir, entre guillemets, chez nous, puis en se demandant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a, puis comment est-ce qu'on va pouvoir rendre nos compétences utiles à la société, puis comment est-ce qu'on va pouvoir être en emploi. Et ça augmente encore plus, malheureusement, la vulnérabilité des personnes face à l'employabilité. Donc là, je m'adresserai quand même à Joëlle dans cette même veine, justement. Oui. Donc, vous êtes au premier loge de la transformation numérique des métiers, n'est-ce pas? Alors, comment les secteurs de technologie accompagnent-ils cette montée en puissance de l'IA, tant dans les formations que dans la gestion des talents, et quels sont les défis spécifiques pour les PME ou les organisations non technologiques qui veulent justement intégrer l'intelligence artificielle et surtout de manière Elle a conjugué, en fait, 2 questions en une seule. C'est ça qui vient de se passer. Beaucoup de choses, puis permettez-moi de regarder mes notes parce que je suis encore dans ma conférence. Quand je suis rentrée en poste chez Technocompétences, j'ai tout de suite été dans les eaux d'un programme qui est magnifique, qui s'appelle les pôles d'expertise, en fait, que je regarde, Jean, parce que c'est vraiment important, en fait, d'avoir ces 3 pôles d'expertise-là. Alors, pour la petite information, pôle en information sur le marché du travail, pôle en transition verte et pôle en transformation technologique et numérique, qu'on s'occupe chez Technocompétences. Et dans la première semaine, en fait, que j'ai été chez Technocompétences, on a consulté, en fait, le comité d'experts au sujet de qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, surtout au niveau du numérique, au niveau de la transformation numérique. Et ce qu'on nous a dit très clairement, c'est qu'il fallait arrêter de déployer des nouvelles formations sur la transformation numérique parce que, justement, il y en a trop. Puis qu'on dilapiderait, en fait, de l'argent public à refaire, en fait, une nouvelle formation qui prendrait 6 mois à être adoptée, puis à se développer, puis, étant donné la rapidité du milieu, serait complètement obsolète lors de son lancement. Donc, première chose. Deuxième chose, ce qui est très important de considérer, c'est qu'une transformation numérique, ça se passe dans des PME, ça se passe chez des gens. Et donc, ils nous ont conseillé de faire des histoires à succès. Chose que l'on a fait l'an passé au pôle du numérique. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 5 capsules vidéo auprès d'organisations qui ne sont pas dans les technologies, mais qui ont justement fait une transformation technologique. Et ça a de l'impact. Parce que les gens se reconnaissent en les promoteurs, en les personnes qui ont osé faire ça. Ils traversent les écueils avec eux, puis ils se reconnaissent finalement, même s'ils ne sont pas du même milieu. Donc, je vous conseille d'aller sur le site du pôle qui s'appelle matn.ca. Oui, on est un petit peu marketeur chez Technocompétences. D'abord et avant tout, s'intéresser aux individus, je pense, pour bien les accompagner. Et c'est ça qui est intéressant. L'autre chose, en fait, que le secteur peut faire dans ces dimensions-là, c'est que tout est ramené finalement au niveau de maturité numérique puis de littératie numérique des gens. Toute transformation numérique,
transformation numérique, c'est très large. Là. Ça va jusqu'à l'adoption, en fait, de modèles d'IA, de systèmes d'IA, d'automatisation, tout ça, jusqu'à l'utilisation propre, finalement, de la suite Microsoft Office 365. Parce que, on l'a tous dans nos ordinateurs, mais on sait plus ou moins comment les utiliser de manière efficiente puis efficace. Donc, ces différents niveaux de littératie-là, puis ces différents niveaux de maturité numérique-là décloisonnent, multiplient finalement les besoins dans les organisations. Et bien souvent, on pourrait en perdre complètement son latin en voyant arriver la vague de tous ces besoins multitudes-là. Mais quand on s'assoit réellement, quand on fait le pas de côté en se disant c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que je vis dans mon organisation qui aurait besoin d'un outil technologique pour une meilleure productivité, un meilleur séquençage de mes processus? Bien là, c'est là que la conversation commence. Puis c'est là où le secteur des TI au Québec peut venir en aide à toute organisation, petite, moyenne ou grande. Puis c'est ça aussi qu'on oublie, parce que la réalité est que les géants du Web se sont imposés dans les dernières années, puis ont complètement invisibilisé, en fait, les petits promoteurs comme Philippe, par exemple, avec sa solution, ou le crime aussi, qui est peu connu, puis pourtant a fêté son 40e anniversaire le mois dernier. Donc c'est ça. C'est ça la réalité du secteur, finalement. Selon vous, est-ce qu'il y a des défis spécifiques pour les PME? Puis, est-ce que vous, dans votre quotidien, vous le réalisez, vous le vivez? Je m'adresserai à l'ensemble du panel. Est-ce que, Mathieu, tu veux y aller? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, nous, on fait ça tous les jours, accompagner des PME ou des organisations à adopter l'intelligence artificielle. Et en fait, le phénomène qu'on observe depuis quelques années maintenant, c'est une accélération de l'engouement sur l'intelligence artificielle, puis ça a été très bien décrit ce matin précédemment, là. Mais les gens nous arrivent sans réflexion, en fait. Ils nous disent « j'ai une idée, je veux faire ça ». Mais oui, mais c'est inscrit où ? Dans une stratégie, dans une réflexion? Est-ce que vous avez mis un cadre? Est-ce que... Puis là, on leur pose des tas de questions où on se rend compte que finalement, ils n'ont même pas réfléchi à ça. Mmh. Et en fait, je pense qu'on a un biais de perception collectif autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'on pense initialement que c'est un sujet de TI. Donc souvent, quand dans les organisations, on dit « tiens, je veux faire de l'IA », le PDG va dire « je veux faire de l'IA », il va voir son gars du TI, puis il lui donne le dossier, puis il lui dit « planche ». Puis le gars du TI dit mais c'est son carré de sable, lui il est content, lui il dit ok d'accord. Donc il fait son analyse et puis il dit tiens je mettrai de l'IA ici. Il consulte pas forcément d'ailleurs les parties prenantes. Puis il va trouver des prestataires qui font des devis et puis ensuite il revient voir son PDG, lui dit ça va coûter ça. Et son PDG lui dit mais ça va pas, je vais pas dépenser ces sommes là. Et donc on est dans un cercle comme ça qu'il faut casser parce que l'intelligence artificielle, c'est de la stratégie à la base. Donc, il faut que ça soit fait par les décideurs dans les organisations et de façon collective. Et ça, je pense que ça commence à se résoudre, mais c'est un gros problème qu'on rencontre, effectivement. Oui. Vas-y, Mélanie. Et de mon côté, moi, ce sont les conseillères en gestion des ressources humaines, en développement organisationnel que je rencontre. Et eux se voient imposer ce projet, cette grande décision-là. Le conseil d'administration, la direction veut qu'on mette de l'IA dans notre organisation. Bien, mettre de l'IA, c'est pas mettre de l'IA, c'est une application et une autre et une autre. Et si on est comptable, si on est dans la restauration, puis c'est un système de réservation, c'est autre chose. Et si on est dans la manufacture, c'est autre chose. Et donc, c'est des IA. Donc, il y a comme cette communication-là. Donc, cette stratégie-là, elle doit descendre. Puis, dans le fond, elle doit être prise de concert avec les employés. Et le point de départ, bien là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est l'organisation du travail. On part des tâches. Quelles sont les tâches qu'on veut modifier, alléger, aider, soutenir? C'est ça le point de départ. C'est pas l'IA à tout prix, c'est comment l'IA peut nous aider. Donc, ça paraît tout banal, mais c'est vraiment le bon point de départ à avoir qui, après ça, limite plein d'inconvénients, d'obstacles et de projets pilotes qui échouent malheureusement.
C'est extrêmement intéressant ce que vous nous partagez là. Et puis, justement, dans la même veine, je vous dirais que nous avons actuellement, dans le cadre de notre exercice, un projet qui s'appelle ERIA. Puis ce projet, il vise justement à monter des formations en intelligence artificielle pour 2 secteurs, à savoir celui de l'aéronautique et celui de la construction. Et c'est en collaboration avec le Collège Bois de Boulogne et financé par Conseil Emploi Métropole, justement. Et l'un des constats qu'on a fait après avoir fait un beau tour de roue avec les formateurs, puis en analysant les défis que nous avons en place, c'était comme, OK, oui, mais c'est parfait. L'équipe spécialisée en technique, ils sont super contents. Mais les chargés de projet, ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Et là, notre réflexion, justement, c'était comment est-ce qu'on va, avec le financement que nous avons, pouvoir adapter notre perspective pour qu'elle corresponde à quelque chose de plus élargi, parce que ceux et celles qui en ont le plus besoin, ce n'est pas les techniciens en informatique en bout de ligne, mais c'est ceux qui vont appliquer ce qui va ressortir de ces équipes-là et comment ils vont pouvoir le mettre en action et en fonction dans l'ensemble des équipes. Et puis ça, c'est un gros défi, parce que la réflexion même, puis tu parlais tantôt, Jean, qu'on va avoir un appel à projet à partir du 8 décembre, mais c'est de réfléchir aussi que quand on dépose un projet, ça ne devrait pas être un projet juste technique, mais il faudrait vraiment impliquer l'ensemble des équipes à tous les niveaux. Ce ne sera pas des projets techniques, absolument pas. On ne veut pas que les gens jouent du clavier, c'est pas pour ça. C'est-à-dire comment travailler la bébelle, c'est davantage des développements des compétences. Et le projet, on prend la seule précision, Nisrine, c'est le 8 décembre, on prend la décision et c'est au cours de l'hiver qu'on va lancer les appels parce que c'est colossal, on est dans l'inconnu. Donc, on s'est donné quelques garde-fous, comment on les travaillerait, ces projets-là. Mais ce qui est important, c'est véritablement comment, dans les entreprises, on évalue bien les besoins de formation des gestionnaires, mais aussi des travailleuses et travailleurs, et quel type de compétences on doit développer pour faire face aux différentes tempêtes qui s'en viennent. Parce qu'on n'a pas parlé des changements climatiques, on n'a pas parlé de la transition verte des entreprises, on n'a pas parlé des changements démographiques, donc l'arrivée de cohortes de jeunes salariés qui rend perplexes les entreprises parce qu'elles disent qu'est-ce qu'on va faire avec eux, l'arrivée de nouvelles technologies, dont l'IA, parce que ce n'est pas juste ça, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Donc, il y a vraiment une tempête parfaite qui se produit dans les prochaines années. Je parlais à Philippe tout à l'heure, le secteur de la défense, qui n'était pas dans le radar de personne il y a quelques mois, et que Joël, d'ailleurs, je l'ai capturée vivante cet après-midi pour participer à une rencontre de tous les comités sectoriels de main-d'œuvre. Il y en a 11 qui sont interpellés par la défense et on rencontre la ministre cet après-midi à 3h30 parce qu'il faut que la commission rapidement développe des enjeux sur la défense parce que c'est des dizaines de milliers d'emplois. On peut critiquer ce choix-là, mais la géopolitique dicte nos conditions actuellement. Et on entend dire que le Québec doit se défendre. Qui aurait pensé ça il y a 6 mois? C'est qu'on est dans une rhétorique, pas de guerre, mais on est dans une rhétorique de défense parce qu'on est menacé. On voit ce qui se passe sur les aéroports européens, tout ça. Bref, tout ça, ces tempêtes parfaites-là, fait en sorte que pour l'intelligence artificielle, on veut véritablement bien saisir les besoins pour être capable de bien identifier qu'est-ce qui serait comme mesure et programme qui ferait en sorte qu'on va donner une intelligence aux gens pour être capable de faire face aux défis et de la résilience. Parce que ça va aller tellement vite, la tempête, que si on a quelques bonnes bases de granit, c'est ça qui va bâtir pour faire face à ce vent de face qui est là pour les prochaines années aussi, là. Merci beaucoup, Jean. Donc, je vais m'adresser à Mélanie. Mélanie, c'est sûr que dans tes recherches, on s'entend qu'on s'intéresse aux pratiques. Et dans ces pratiques-là, on parle de pratiques d'accompagnement et surtout pour les travailleurs sociaux. Et puis là, ce que j'aimerais vraiment savoir, puis c'est vraiment d'intérêt pour l'ensemble de notre public aujourd'hui, c'est comment que l'intelligence artificielle va-t-elle redéfinir, changer, repositionner nos pratiques comme intervenants et intervenantes, en fait? Petite question. Vaste question. D'abord, dire peut-être que ma mission de chercheuse, c'est de documenter ces effets-là. Donc, ça fait plusieurs années qu'on parle d'IA et on en parle souvent de façon prospective. Voici ce que l'IA va faire, combien de pourcentage d'emplois seront remplacés. Et ce discours-là reste encore très, très, très présent. Et quand on fouille un peu, il y a vraiment peu de données empiriques. Là, ça peut sonner plate, mais des études qui documentent les vrais effets sur des vrais travailleurs qui sont dans des postes.
Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, je vais voir des catégories d'emploi, dont les conseillers d'orientation, notamment dans la dernière année avec qui j'ai travaillé. De tous les secteurs d'emploi, c'est sûr que les études, il y a une étude qui est sortie en juin du MIT qui a fait grand fracas, là, montrant que tous les secteurs n'ont pas été affectés de la même façon. La technologie, les médias ont vécu davantage une rupture que d'autres secteurs, notamment tout ce qui sont les secteurs en relation d'aide ou en soutien. C'est là où il n'y a pas eu de rupture encore. L'IA est davantage utilisée en soutien. Donc, comment l'IA aide les gens à faire ce qu'ils font, mais ne remplaçant pas ce qu'ils font pour l'essentiel. Donc, on n'est pas encore rendu au point où on remplace ce qui nous définit, c'est quoi notre valeur ajoutée, ce pourquoi on a étudié, par exemple. Donc, ça, c'est d'une part ça. Et quand je regarde l'exemple des conseillers d'orientation, il y a moins de 50 d'entre eux qui révélaient dans la dernière année utiliser au quotidien de l'IA. Donc, c'est pas, tu sais, l'implantation, elle est là, mais elle n'est pas fracassante non plus. Par contre, ce qu'on constate, étant donné que l'IA vient soutenir, donc aider à rédiger un CV, traduire un document en anglais, faire un compte-rendu, donc ce sont ce genre de tâches qui sont qualifiées de plus simples, plus répétitives, où on voit que l'IA transforme. Et puis là, il y a comme un drapeau que j'aime lever par rapport à ça. Pas que j'aime lever, mais que je lève. En fait, je vais m'affirmer. C'est que souvent, ces tâches-là qui sont dites plus simples et répétitives, on voit ça comme d'un bon œil. Souvent, on dit l'IA, c'est une bonne chose parce que ça va venir remplacer un peu comme ce que tu évoquais, ce qu'on n'aime pas faire. Puis ce qu'on n'aime pas faire, des fois, on n'aime pas le faire parce que c'est plus simple, c'est plus répétitif. Mais si on enlève ces tâches-là, qu'est-ce que ça nous laisse? Ça nous laisse que des cas très complexes. Si on est 7 heures, 8 heures par jour dans de la relation d'aide très intense, ça fait quoi? C'est que ça intensifie notre travail. Ça fait en sorte que notre travail devient plus exigeant, que ça nous vide de nos ressources. Donc, à moyen et à long terme, c'est pas positif. Donc, il faut avoir ce regard critique-là, je crois, pour dire, justement, décider qu'est-ce qu'on fait faire à cette IA-là? Comment on la mobilise? Et ce ne sera pas une mince tâche parce que, notamment, quand on rencontre les travailleurs, que ce soit des technologues, des professionnels, des conseillers dans le secteur juridique, éducatif, peu importe, quand on leur demande comment vous percevez ça, ils perçoivent d'un très bon œil et accueillent favorablement justement ce fait-là que l'IA va venir faire à leur place toutes ces petites tâches-là qui sont des interruptions. J'aurais pu apprendre à faire de notes, de minutes, à faire les comptes rendus. Donc, il y a comme une réflexion puis une discussion à avoir avec les travailleurs, les travailleuses pour peut-être une prise de conscience ou une décision critique de ce qu'on fait faire, de ce qu'on ne fait pas faire. Une autre chose super importante, je pense, c'est ça vient transformer le travail par rapport à l'application du jugement professionnel. Oui. Ça, c'est majeur. C'est là où on se rend compte que c'est quoi le jugement professionnel? Finalement, dans l'application, c'est là où c'est compliqué. Donc, je travaille avec des ordres professionnels qui se posent beaucoup la question comment on aide nos membres à appliquer leur jugement professionnel quand on est face à de l'IA. Donc, quand on évoque la fameuse boîte noire, là, on utilise toujours ça, mais si on n'est pas capable d'expliquer ce dont on parlait tantôt, l'explicabilité d'une candidature suggérée, l'explicabilité d'une lettre de référence, un secteur d'activité où vous voulez où ce candidat-là, en fait, ou la personne que vous accompagnez irait bien ou fonctionnerait bien. Je ne suis pas capable de savoir sur quels critères cette proposition-là m'est faite. Comment je fais pour appliquer mon jugement professionnel et dire que je recommande cette action à quelqu'un que j'accompagne de façon assumée professionnelle. Fait que ça, c'est vraiment un autre enjeu. Puis, rapidement, peut-être, un autre enjeu, c'est toute l'utilisation de l'IA par les gens que vous accompagnez. Parce que peut-être qu'ils se présentent, peu importe dans vos milieux, en ayant eux-mêmes consulté un ChatGPT, en ayant fait faire leur CV par ChatGPT, en ayant fait un test d'orientation par ChatGPT. Après ça, comment on accompagne? Donc, ça redéfinit la façon dont on accompagne ces personnes-là qui arrivent en ayant l'impression d'avoir fait un premier travail. Et donc, ça veut peut-être dire déconstruire, essayer de comprendre. Donc, il y a comme cet enjeu-là de l'IA dans mon travail, d'accompagnement d'employabilité, mais comment l'IA change. Et ça, c'est sans parler
la façon dont l'IA vient remplacer peut-être d'abord des métiers simples qui sont souvent des métiers d'entrée dans les organisations. Et si on fait sauter les métiers d'entrée, qui sont souvent la porte d'entrée de socialisation, et c'est là qu'on apprend et qu'on se développe, ça pose problème pour toute une strate de personnes de notre société. Plus vulnérables, certainement, absolument. Oui. Mais ce que vous dites m'amène à ma question suivante, qui est comment est-ce qu'on peut faire cohabiter justement l'automatisation et le lien humain avec intelligence? Joël, est-ce que tu voulais... J'ai senti l'élan avant. Oui, vas-y. En fait, il y a un nouveau concept qui a vu naître il y a à peu près 1 mois ou 2 de ça. On appelle ça, je vous ai parlé de SLUP AI tout à l'heure, mais il y a Work, c'est SLUP Work AI ou quelque chose du genre. En fait, toutes les tâches qu'on fait faire à l'IA doivent être révisées nécessairement. Donc, les textes qui sont produits par l'IA, disons par la strate des nouveaux arrivés dans l'organisation, ou tout ça, doit être révisé par qui? Doit être révisé souvent par des seniors ou par les gestionnaires. Donc, ça démultiplie finalement le temps passé sur une tâche qui était pourtant simple au début, qui devait prendre 1 demi-heure, qui pourrait être révisée par un autre être humain, puis tout ça, alors que ça a pris, genre, je ne sais pas moi, une fraction de seconde. Ça a été peut-être recadré par quelqu'un, mais là, il faut refaire le cycle au complet. Donc, c'est ça aussi, cette dimension-là, à remettre en considération dans les effets au quotidien sur notre travail de l'implantation de l'IA. Voilà. Tout à fait, ce qui amène la notion d'imputabilité qui est vraiment très, très proche, là, donc, tu sais, cette imputabilité qu'on doit garder. Oui. Philippe, puis après, je repasse la parole à Mélanie. Il y a 2, 3 éléments auxquels on s'est intéressé beaucoup dans les dernières années, sur l'effet que ça a sur les rencontres d'équipe, par exemple, ou sur le travail collaboratif au sein des équipes de travail. Autant, on travaille principalement avec des OBNL, des universités, bon, tout ça. Puis, par exemple, tous les outils de prise de notes automatisés. Ce qu'on constate, c'est que plus c'est utilisé, moins les collègues portent attention à ce que leurs collègues disent. Évidemment. Ce commentaire va faire le bonheur de Alex. Donc... Oui, c'est ça. Alex, on te salue du RSSMO. Mais c'est ça. Donc, nous, souvent, ce qu'on dit, c'est OK, bien, il y a une plus-value à avoir ce type d'outil-là, si et seulement si, par exemple, je donne un exemple très simple. Vous prenez un PV, bon, l'outil produit un PV, mais le PV selon votre modèle, pas selon n'importe quel modèle. Okay? Donc, selon votre modèle. Puis ensuite, chaque élément du PV, de la manière dont vous classez vos choses avec votre ontologie. Donc, est-ce que ce sont des décisions, des résolutions, des motions, des décisions, des observations, des notes sur les partenaires, ou peu importe tout ce qui a été discuté dans une... Puis, si on est capable ensuite de prendre ce qui a été produit par l'IA, puis de le réentrer dans une petite base de données, bien, tout d'un coup, vous avez une mémoire organisationnelle qui commence à se construire sur vos décisions. Puis là, vous pouvez resurfacer. Parfait, bien, on a ça à l'ordre du jour. On peut donner notre agenda. Puis là, bien, le système va aller chercher toutes les anciennes décisions dans la dernière année ou vous donner une limite de temps par rapport à ce sujet-là ou qu'est-ce qui a été fait par l'ancien CA qui essaie de réinventer la roue de ce qu'on a essayé qui n'avait pas marché il y a 2 ans. Puis, le genre de situation que vous connaissez vraisemblablement. Fait que c'est ça. Là, il y a vraiment une plus-value, mais intégrer l'outil va nuire à la concentration, puis va nuire à la présence d'esprit des personnes autour de la table, ce qui a tendance à diminuer le niveau de questions d'approfondissement que des collègues posent à leurs collègues, ce qui a aussi tendance à diminuer le niveau de compréhension des collègues du travail des autres collègues. Il y a toute une espèce de problème en chaîne. Donc, nous, souvent, notre réflexe avec ça, c'est « OK, bien, vous voulez utiliser l'outil d'IA, ritualiser quelque chose autour de ça. Rentrer dans votre logique organisationnelle ou dans votre manière de faire les choses, un rituel, un élément culturel qui va venir ancrer l'attention, par exemple, aux collègues durant la rencontre. Par exemple, durant la rencontre, avant même la fin de la rencontre, on va réviser ensemble le PV, puis chaque personne autour de la table va devoir être attentive à un point particulier. Les éléments de consensus, une autre personne, les éléments de dissension, un autre, les défis soulevés par des collègues, un autre... pour permettre de ramener un peu plus de tête et de focus dans la discussion. De la même manière qu'on a ritualisé chez nous, à chaque fin d'année, on fait l'indexation de... C'est tellement le fun de parler d'indexation. On fait l'indexation de nos vieux fichiers,
nos vieux dossiers, puis là, on les met dans la voûte. Hein, puis là, dans 3 ans, ça va se supprimer automatiquement. Bon, tout ça, youpi. Mais au moment où on indexe ça, c'est le travail de, on renomme les dossiers, on les nomme correctement, on change les noms des choses, on travaille sur la nomenclature. Personne n'aime vraiment faire ça. Donc, nous, on a notre déjeuner de Noël, avant le souper de Noël, au déjeuner de Noël, on prend un petit moment en équipe où, en fait, on renomme le dossier puis on le met dans la voûte, mais au moment où on fait ça, on partage un apprentissage ou un élément particulier par rapport à ce dossier-là qu'on archive. Puis, c'est devenu un moment, en fait, assez amusant, là, chaque année, où on a comme... je ne savais pas que tu avais vécu ça dans ce projet-là, comment ça, puis etc. Puis, en même temps, cette discussion-là elle-même est enregistrée pour créer une banque de connaissances, de bonnes pratiques, d'enjeux qu'on a rencontrés, etc., etc. Mais le fait de l'avoir ritualisé a permis de transformer des éléments techno en quelque chose où on a réinjecté de l'humain dans la procédure. Fait que, je pense qu'il y a des manières de faire, mais il faut vraiment faire attention. Oui. Merci, Philippe. C'est très intéressant. Puis, je pense que Mathieu, ça aussi, je vois le non-verbal. Oui. Donc, vas-y. Oui, mais en fait, c'est très expérimental. Hein. La période que l'on vit aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous bouscule parce qu'il y a des choses, comme tu le dis si bien, il faut qu'on décide si on lui confie ou on lui confie pas. Mm-hmm. Mais concernant nos aptitudes, si on observe dans le passé, on a connu, moi je me rappelle quand j'étais tout petit, il y a longtemps, quand j'allais faire l'épicerie avec mes grands-parents et qu'il y avait une erreur à la caisse et que la caissière était incapable de faire le calcul de tête. Eh bien, je me rappelle de mes grands-parents qui pestiféraient parce qu'ils disaient « Mais comment ça, elle n'est pas capable ?» Mais parce qu'en fait, la calculette était arrivée entre-temps. Et on a confié cette aptitude-là à la calculatrice et le calcul mental a fini par disparaître, finalement. Et si on va un peu plus loin, il y a eu Word qui est apparu, avec le correcteur d'orthographe qui est apparu dans Word. Et aujourd'hui, la maîtrise de l'orthographe, elle est discutable. Et donc aujourd'hui, quand on est dans des phases de créativité, donc la fameuse feuille blanche, c'est-à-dire qu'on a un projet, on doit le pondre de 0 à 100%, si on confie tout ça à la machine, on ne sera plus créatif du tout. Donc il faut être conscient de ça, en fait, et puis il faut savoir équilibrer qu'est-ce que je confie, qu'est-ce que je garde. C'est vraiment ça, finalement, la clé, je pense. Merci, Mathieu. Je vais revenir à ma question. Donc, Mélanie, la cohabitation. En même temps, c'est très intéressant ce que vous partagez parce que c'est en lien direct avec notre question, justement, qui est comment est-ce qu'on va faire cohabiter, en fait, l'automatisation et le lien humain? Il y a déjà une cohabitation. Déjà, on part pas de zéro. Donc, je pense qu'il faut juste réappliquer ce qu'on a appris. C'est pas parce que ça s'appelle IA qu'on connaît rien en gestion de changement. Il y a comme un long historique en gestion des ressources humaines, développement organisationnel, management. Donc, peut-être se rappeler ces connaissances-là. Donc, quand on a un projet d'IA, le projet d'IA, à quoi il va participer, il faut que ce soit un changement qui est planifié, qui est coordonné, qui implique les employés, qui implique les utilisateurs, qui implique les bénéficiaires. Fait que la particularité avec l'IA, c'est peut-être le rythme avec lequel on doit tout le temps se réadapter, l'opacité, peut-être un peu. Donc, on gère un changement, puis des fois, on ne comprend pas tout ce qu'il y a dans ce changement-là. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu, ce que ça vient avoir comme influence. Mais définitivement, je pense que là, il n'y a rien de novateur, sinon que de réappliquer les bonnes pratiques en gestion de changement. Et puis sinon, il avait été évoqué tantôt, c'est sûr qu'il y a cet attrait de vendre le projet comme étant un projet TI, c'est une solution TI, mais c'est d'abord, c'est un projet TI, mais c'est en même temps un projet qui influence du concret, des tâches. Et le taux d'échec des projets pilotes en IA est assez élevé. Donc, tous les chiffres qui sortent aux États-Unis, au Québec, au Canada sont très, très élevés. Donc, selon les études, de l'ordre de 75 à 95 fait qu'il y a de quoi se questionner. Puis quand on fait l'analyse, qu'est-ce qui cause l'échec? C'est rarement l'aspect
technologique sous-jacent, hein, c'est l'aspect humain, donc de se remettre ça en tête, tu sais, le pas de côté, de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire là, puis pas se faire prendre par ce fameux sentiment d'urgence créé parce qu'on est en arrière, parce qu'il faut être compétitif, parce que tout le monde a mis de l'IA déjà dans leur organisation et on est donc en arrière, nous. Et d'ailleurs, la première chose qui se passe quand on met des travailleurs autour d'une table pour discuter ensemble de leur expérience de l'IA, c'est « Oh mon Dieu, j'avais l'impression d'être tellement en retard, puis je me rends compte que finalement, je suis un peu à la même place que mes collègues, tu sais, dans un secteur donné. » Donc, la remise en perspective. Merci beaucoup pour cette réponse, Mélanie. Puis, en fait, je vais justement rebondir parce que nous, au sein du réseau du RSSMO, comme notre petite équipe, on a fait toute une réflexion avant de lancer ce colloque en se disant oui, mais nous, on lance un colloque sur l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que nous, on en sait? Comment nous, on l'utilise? C'est quoi la pratique qu'on en fait? Puis qu'est-ce qu'on voudrait en faire? Et on est allé chercher, solliciter Philippe, justement, qui nous a offert l'opportunité de nous accompagner par rapport à ça pour asseoir une réflexion sur ce que c'est qu'on veut comme équipe par rapport à cette intelligence artificielle, puis où est-ce qu'on voudrait, comme équipe aussi, ramener et amener notre regroupement. Et on a créé ce qu'on appelle une sorte de posture face à l'intelligence artificielle, que je partagerai volontiers avec différentes instances, puis qu'on vient de déposer d'ailleurs auprès de notre ministre, Mme Derry, pour dire que le RSSMO a une posture concernant l'intelligence artificielle qui veut dire simplement que c'est le humain qui va rester toujours au centre, mais on comprend que cette transformation est extrêmement importante et qu'on est là prêt à l'utiliser, mais avec un cadre éthique. C'est exactement ce qu'on voulait effectivement réaliser pendant notre journée. Mathieu, je me tourne vers toi. Donc, Mathieu, je sais qu'au CRIM, vous êtes vraiment à la frontière entre la recherche et l'application. Donc, quels sont les enjeux concrets de recherche appliquée pour nos organisations en termes d'employabilité et en termes d'insertion? C'est quoi ces enjeux-là, selon toi? C'est une grande question. Alors juste peut-être pour contextualiser ce que l'on fait nous au CRIM, parce que quand on parle de R&D, il y a la recherche et il y a l'ED dont on parle rarement, mais ça s'appelle le développement expérimental. Donc on peut résumer la recherche, il y a la recherche académique, et puis il y a la recherche industrielle, où là on prend finalement les connaissances du milieu académique et on vient les confronter aux limites qu'on rencontre dans les organisations. Puis c'est là où on confronte à la réalité, finalement, les connaissances et les savoirs. Moi, ce que j'observe, ce que je peux observer, c'est, puis on en parlait un petit peu tantôt, je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas tous de la même chose. Donc il y a une première marche qui est à monter, c'est la question de la littératie. Il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Depuis ce matin, dans nos propos, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, qui est une nouvelle forme qui existe depuis quelques années maintenant d'intelligence artificielle, mais l'IA, c'est les années 50, c'est vieux, hein, l'IA, c'est une science qui est vieille. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, ça prend un cadre de collaboration, un cadre de gouvernance, comment on gère l'incertitude dans notre domaine, comment on gère le risque dans notre domaine, la question de l'éthique, on en a beaucoup parlé ce matin, et là je vois ici des opportunités de collaboration écosystème. Pourquoi? Parce que finalement, qu'on soit dans une organisation X ou Y, on fait plus ou moins le même métier et on est confronté plus ou moins au même problème. Puis après, il y a la question, moi je vois le premier problème, c'est l'utilisation des données personnelles. Parce que vous travaillez avec des humains. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, on n'a pas de loi au Canada, mais au Québec, on a quand même la loi 25 qui encadre l'utilisation des données personnelles. Et ça, c'est aussi un axe de formation et de développement pour vous, parce qu'on ne peut pas aller capter des données auprès d'un public parce qu'on a décidé qu'on voulait les capter et les utiliser parce qu'on veut les utiliser. Tout ça est réglementé, etc. Donc ça, c'est les premiers éléments. Et ensuite, il y a une question de moyens aussi, qui est, à mon avis, un des éléments de l'équation, parce que faire l'intelligence artificielle, c'est pas gratuit, hein, ça demande des moyens. Mais avant d'en arriver là, il faut une priorisation des besoins. Et donc, il y a un travail collectif qui doit être fait, à mon avis. Absolument. Et puis d'ailleurs, à cet effet-là,
Puis, comme vous le savez, nous, on vient de lancer notre projet avec le crime, justement. Le RSSMO va se doter d'un cadre, justement, parce qu'on trouve que c'est extrêmement important. Puis le rôle du crime dans ce projet-là, c'est justement de pouvoir aller dans nos organisations, chacune, et de poser un diagnostic. C'est quoi les besoins? Et puis le diagnostic qui va être posé va être fait à différents niveaux. On va autant aller voir c'est quoi les besoins des directions, que les besoins des intervenants, que les besoins du reste de professionnels comme les agents administratifs, les adjoints. Toutes ces personnes-là doivent être impliquées, puis des formations vont être emmenées à cet effet-là. Donc, on est en mode pilotage, puis on a hâte de partager ça avec l'ensemble de l'écosystème parce que c'est une première, c'est comme une nouveauté, mais on voulait prendre l'initiative, justement, de savoir est-ce que c'est pour nous ou est-ce que ce n'est pas pour nous? Est-ce que ça va vraiment faire partie de la pratique qu'on va choisir, et puis je souligne le mot « choisir » d'avoir dans notre quotidien, ou est-ce que ce serait quelque chose qu'on va pouvoir utiliser potentiellement selon le besoin qu'on va en avoir? Merci Mathieu. Une deuxième question pour toi. Innovation, protection de données, respect des valeurs humaines. Comment on concilie tout ça? Etc. Comment concilier tout ça? Je ne veux pas réinventer ce qui a été dit. Je pense que mes collègues l'ont bien exprimé déjà. Il faut développer son esprit critique face à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pas forcément le repousser d'un revers de la main, mais plutôt se dire mais comment je peux utiliser son plein potentiel tout en étant conscient des risques qui sont associés à son utilisation. Une fois que je vous ai dit ça, c'est déjà une bonne chose. Il faut qu'on soit des utilisateurs éduqués par rapport à l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'on se le fasse pousser dans la gorge parce que tout le monde va en faire, etc., etc. Puis la question du sens, j'en ai parlé tout à l'heure dans ma première introduction, elle est au cœur de l'intelligence artificielle. Pourquoi on fait de l'intelligence artificielle? Faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a aucune valeur. Et puis ensuite, les valeurs humaines, parce que, alors moi, c'est drôle, hein, le hasard a fait, je ne sais pas si tu le savais, mais j'étais administrateur d'un organisme en employabilité, donc c'est un secteur que je connais bien. Et Joël l'a bien précisé aussi, on ne pourra jamais remplacer la relation humaine avec une machine. Jamais. Et ça, c'est un cœur d'expertise finalement qu'il faut entretenir, développer et protéger. Et puis confier le reste de ces tâches, peut-être, avec mesure, à la machine. Merci beaucoup, Mathieu. Joël? Oui, bien, en fait, j'oserais dire que présentement, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent sans que les gestionnaires de leur organisation le savent, même que... Et même que les gestionnaires eux-mêmes l'utilisent sans que le reste de l'organisation le sache. Mais là, ici, je ne suis pas en train de dire qu'on est tout en train de se cacher les uns les autres et qu'il ne faut pas faire ça ou quoi que ce soit, mais il est là le risque de dérive. Il est là les fuites de données, finalement. On pourrait être les meilleurs intentionnés du monde entier. On n'est pas à l'abri d'une petite glissade, finalement. Sur le fait que, oups, on a laissé aller un prénom ou oups, on a laissé aller une adresse sans s'en rendre compte parce qu'on a copié-collé un texte qui contenait une adresse. Mais ça, tout ça, ça reste inexplicable, justement, dans les grands modèles d'IA générative qu'on utilise, qui sont là, qui sont par défaut dans nos ordinateurs, dans nos suites Office. Et c'est toute la question de la cybersécurité qui encercle finalement la dimension de l'intelligence artificielle. Puis nous, ici au Canada, malheureusement, on n'est pas très conscients de ces menaces-là au niveau de nos données comparativement à nos homologues européens qui, eux, la loi sur la vie privée, la loi sur les données privées, en fait, ça fait longtemps qu'elle est mise en place, comparativement à nous, qu'on est complètement à la remorque. Si je vous parle de TikTok, par exemple, sachez que des applications qui sont sur vos cellulaires ne prennent pas uniquement et simplement des données de votre utilisation sur la plateforme, ils viennent capter des données de l'entièreté de vos appareils cellulaires, allant des numéros de téléphone, des adresses, des notes. Ils ont accès à tout.
parce qu'on n'a pas lu, de toute façon, tout le blabla qui arrive avant, puis qu'on a dit je veux avoir un compte. Ouais. Donc, toutes ces notions-là sont importantes à avoir en tête, et ce n'est pas vrai qu'on le sait, tout le monde, puis on a le même niveau de littératie là-dessus. Donc, c'est toutes des composantes qui, certes, sont vertigineuses, mais que quand on s'assoit autour d'un projet d'IA ou un projet d'automatisation ou de transformation numérique, c'est des choses qui doivent être nommées et doivent être regardées avec lucidité. Mathieu. Et puis, je ne sais pas si je voulais juste envoyer un message positif, c'est que vous avez de l'avenir, en fait, dans votre profession. Encore heureux. Et puis beaucoup d'avenir, parce que je vais vous expliquer des situations qu'on a pu rencontrer quand on accompagne une entreprise sur, on appelle ça l'analyse des cas d'usage en intelligence artificielle. On fait une analyse de risque dans ces cas d'usage. Et quelques-uns sont directement liés au capital humain. Bon, là, il y a une réflexion de fond qu'il faut avoir. Est-ce que c'est le premier cas d'usage que je vais mettre en action quand celui-ci va licencier 200 personnes? Oui. Peut-être pas. Mais il est là. Et un chef d'entreprise, il est là pour gagner de l'argent. Il n'est pas là pour faire autre chose. Donc, après, l'accompagnement au changement, le calendrier, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans 1 an, 2 ans, mais ce cas d'usage-là sera déployé. Donc, il va y avoir des employés sur le marché du travail qu'il va falloir accompagner dans une reconversion, finalement. Donc, ça aussi, ça, l'intelligence artificielle, ça vient vous donner du travail. Donc, c'est ça que je voulais vous donner comme point positif. Merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes, ce qui m'amène à ma question à Philippe, justement. Toi, tu travailles depuis un certain temps quand même sur la transformation durable et surtout l'utilisation et l'innovation éthique. Donc, j'aurais 2 petites questions que j'ai combinées en une question, un petit peu comme j'ai fait avec Joël, pour ne pas discriminer. Donc, que signifie pour toi humaniser l'intelligence artificielle dans les organisations et qu'est-ce que ça prend comme condition pour une transition technologique équitable? Il m'aime moins. Est-ce que je peux passer un appel? Tu peux utiliser la salle, par contre. C'est bon. OK. Je vais répondre dans le désordre, mais il y a une suite logique à tout ça, je pense. La question du pourquoi, ça a été abordé déjà. Le pourquoi on veut de l'IA dans une organisation. Avant même de nommer des besoins spécifiques, qu'est-ce qui nous motive derrière ça? Puis, on a vu assez clairement, on a accompagné près de 400 organismes dans les dernières années, la dizaine de dernières années, dans leur intégration d'outils d'IA. Pas que d'IA générative, toutes sortes de choses, en pliage moléculaire, en modélisation climatique, okay? Pas toujours des agents conversationnels. Okay? Puis, quand la réponse au pourquoi était pour sauver du temps ou de l'argent, systématiquement, c'est des projets qui commençaient déjà à aller mal. Puis, ça pouvait faire partie des raisons, mais si c'était la première chose qui était nommée, systématiquement, on était comme, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Puis, des fois, on soumissionnait juste pas. Parce qu'on savait que l'espace pour qu'on puisse faire notre travail ne serait pas approprié. Bon, ça nous a mis dans des positions financières précaires, parce qu'éventuellement, quand tu dis non, un paquet de clients potentiels, c'est pas très bon pour ton modèle d'affaires, mais bon. Quand, par contre, les gens nous répondaient, en fait, ce que je veux améliorer, c'est les conditions de travail des membres de l'équipe. J'ai dit, parfait. Ce que j'aimerais améliorer, c'est j'aimerais en faire renforcer le développement personnel et professionnel des membres de l'équipe. Wow! Ça, typiquement, en fait, quand on obtenait ce type de réponse-là, déjà, nous, c'était comme la prémisse de « on sait que ça va bien se passer ». Ça ne se passait pas toujours bien après, puis des fois, la personne dit ça, mais pense autre chose, puis bon, ça, c'est l'humain. Mais juste la prémisse de la motivation à passer à l'action, ou bien, c'est parce qu'on voit tous les autres le faire. Ça, on était comme, OK, assoyons-nous puis parlons de pourquoi les autres le font, de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils en retirent vraiment, puis peut-être que vous allez changer de position. Là, j'ai comme, wow, tu sais, nous, on vend de l'IA, puis là, je suis en train de leur dire, non, finalement, ça ne peut être pas une bonne idée.
Fait que, c'est ça, la réponse au pourquoi. Après, le deuxième élément, nous, généralement, ce qu'on va leur demander, c'est d'un peu de cartographier leur positionnement par rapport à différents axes. Donc, par exemple, on va dire, parfait, entre quantité et qualité, vous vous situez où par rapport à ça? Entre harmonisation et contextualisation. OK? Des fois, on veut harmoniser des documents, mais des fois, on veut contextualiser à la personne avec qui on travaille. Exact. Vous vous situez où par rapport à ça? Puis où voyez-vous la ligne de ça? On a toutes sortes d'axes comme ça qui, essentiellement, d'un côté, ça représente les valeurs dominantes de l'économie de marché capitaliste néolibérale actuelle, puis de l'autre côté, on a associé des valeurs associées à la transition socio-écologique. Puis on dit aux gens, faites des X. Vous, peut-être plus d'un côté, peut-être plus de l'autre, puis c'est jamais, c'est un continuum. Fait que déjà, juste le repositionnement au niveau des valeurs, à partir de là, ça met déjà en place des conditions pour une adoption qui va être beaucoup plus en phase. Juste le fait d'expliciter ces valeurs-là, ça aide déjà à mettre en place certains mécanismes. Puis là, c'est hey, « on ne devrait pas formaliser ça ». J'ai comme « oui, politique, cadre, etc. » C'est une bonne idée. Fait que ça revient beaucoup à quel cadre on veut mettre. Troisième, puis là, après vient la question des besoins. Concrètement, quel besoin voyez-vous, etc., etc., etc. À partir du moment où on a des besoins, après on leur dit on n'est pas prêt tout de suite à y répondre, parce que peut-être que la réponse, ce n'est pas de l'IA. Cartographions les processus. Ouais. Une fois qu'on a cartographié certains processus, le processus de gestion de dons, le processus de rentrer une nouvelle personne membre dans notre organisme, le processus... Cartographions ces processus-là. Puis, est-ce qu'il y a des choses là-dedans, qu'est-ce qui... Par rapport aux besoins, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est une fluidité d'information, en fait, ou une transparence? Est-ce que c'est... une fois qu'on commence à identifier ça, bien là, après, on peut dire, OK, il y a des outils technologiques qui peuvent aider pour A, B, C. Puis là, tout de suite, ça nous dirige vers certains choix. Un autre élément, c'est... Je sais comme organisme, puis pendant 15 ans, j'ai dirigé un OBNL qui faisait de l'éducation citoyenne, de l'éducation à l'environnement. On est tout le temps en train de changer la roue du vélo pendant qu'on pédale. C'est comme on fait une formation, mais on ne peut pas s'arrêter pour faire « on met tout en pause ». Puis non, parce qu'il y a des bénéficiaires, il y a des personnes qui viennent directement au comptoir ou au bureau pour avoir du soutien de différentes natures. Puis ça, c'est de sous-estimer le temps, en fait, à la fois de... ça, c'est un problème, c'est de sous-estimer le temps d'intégration, de formation, de gestion du changement, comme ça a été nommé. Parce que l'établissement d'un cadre, ce qu'on nous vend, ce sont souvent, je nommerai pas les grands produits IA que vous connaissez tous, mais ces grands produits-là, on nous vend une facilité. Souvent, il y a une surinflation de ce que ça peut vraiment faire au niveau des capacités réelles, puis c'est un gros enjeu. Exact. Puis derrière ça, après, dites-vous qu'à chaque fois plus c'est facile pour la personne utilisatrice, plus il y a des décisions qui ont été prises à votre place. Et plus il y a de décisions qui ont été prises à votre place, plus c'est facile à mettre en œuvre, à juste dire, tiens, on prend tous des comptes pour l'organisation, puis etc. Puis oui, mais c'est beaucoup plus facile pour le gouvernement d'activer copilote pour tout le monde en cochant le crochet que de faire, faisons une réflexion sur où sont les... Puis là, Microsoft nous a dit il y a 2 mois qu'en fait, ils ne pouvaient jamais garantir que les données au Québec restaient au Québec puis que les données canadiennes restaient au Canada à cause de la redondance des serveurs, à cause de load balancing, pour plusieurs raisons, mais que d'ici les 3 prochains mois, ils s'engageaient à essayer de le faire. Wow! Youpi! Fait que là, ça veut dire que les 50 dernières années où on a Microsoft... Oups! Coucou! C'est ça. Donc, quand on travaille sur la mise en place d'outils, il y a des questions fondamentales à se poser. Un outil d'IA, j'ai beaucoup aimé, Joël, quand tu as mentionné, il faut se donner un cadre. Oui. Puis quand on a accès à il y a le fameux mythe de la boîte noire de l'IA, mais en fait, on est capable de l'ouvrir. Puis on est capable d'aller influencer. Puis c'est souvent un travail qu'on va faire avec des organisations de dire, comment vous voulez que le système agisse? Quel biais vous voulez? Il va y avoir des biais. Choisissez les biais que vous voulez par rapport à votre voie organisationnelle, par rapport à vos valeurs, par rapport à l'alignement, par rapport à votre manière de faire de l'analyse, par rapport à votre manière... Puis, configurons le système comme ça. Ce n'est pas juste des questions de prompt, puis de requête. Ça va beaucoup plus profond que ça. On peut aller jouer au niveau des logiques, au niveau des poids d'un modèle. On peut distiller un modèle d'IA. Il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Puis ça prend du temps. Tout d'un coup, l'organisation est comme « Ah, je pensais qu'on pourrait juste avoir un compte puis commencer demain matin. » Je suis comme « Même pas si vous voulez quelque chose qui est sécuritaire, qui contrôle, qui gère qui va gérer vos données de manière sécuritaire, qui va être et donc confidentiel, qui va respecter votre ton de voix, qui va être aligné avec vos processus, qui va produire des documents dans le format que vous auriez voulu les produire, puis etc., 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 etc. Puis ça, c'est juste la partie IA générative. Puis
là, après, vient l'enjeu des données. Ouais, mais comment ça, il n'apprend pas de manière dynamique? Une IA n'apprend pas quand on interagit avec elle. Jamais. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on récupère le chat, puis on le réinjecte dans le prochain round d'entraînement. Puis on nettoie un peu ces données-là, on réorganise des éléments. Mais ça, c'est si on veut. Mais c'est pas nécessairement une bonne idée d'avoir un système d'IA qui apprend toutes nos petites préférences personnelles, parce que quand on change d'une tâche à l'autre, on n'a pas les mêmes préférences, on n'a pas puis notre jugement professionnel, on ne va pas appliquer la même posture dépendant des situations. C'est là où tout d'un coup, il y a de l'éthique qui se dilue. On dilue la donne éthique ou morale à travers ça. Souvent, les systèmes plus sécuritaires, comme ceux qu'on développe, mais beaucoup d'autres, initialement, le résultat a l'air beaucoup plus brut. Fait que ça rebute des organisations. Ah, mais il est comme... Il fait pas encore exactement ce que je veux, puis... Ouais, mais là, tu sais, ça fait 2 ans que tu es sur ChatGPT, puis qu'il enregistre tout sur toi. Fait que, tu sais, pour qu'un système soit capable d'être ultra personnalisé, ça veut dire qu'il fait exactement ce qui a été décrit, capter toutes les informations du téléphone cellulaire, capter votre géolocalisation en temps réel, capter, un millier d'informations sur vous qui créent une espèce de petite mémoire système qui est ensuite passée à l'IA à chaque fois que vous posez une question. Fait que oui, ça permet d'avoir rapidement des outils très personnalisés qui, waouh, c'est pose tellement bien à moi. Ça permet aussi de me leurrer facilement dans mes propres biais cognitifs. Il y a plein d'enjeux associés à ça. Mais c'est aussitôt qu'on veut être sérieux au niveau de la protection des données, ce n'est pas les choses auxquelles il faudrait toucher. Puis là, je pourrais partir là-dessus pour les 3 prochaines heures. Je le ferai pas. Merci beaucoup, Philippe. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Puis je vois le monde hocher de la tête parce qu'en fait, effectivement, ça nous touche toutes et tous. Par contre, Laurent est là-bas, puis il me regarde, puis j'ai peur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je clôt mon panel. Par contre, avant de clore, j'aimerais vous poser une question en 20 secondes. Nos organismes qui veulent intégrer l'intelligence artificielle, qui veulent l'utiliser, est-ce que vous auriez une petite phrase, un petit mot à leur dire en lien avec le virage numérique, justement? Bien, je dirais d'abord, prenez la précaution de vous asseoir et d'être calme quand vous allez intégrer des enjeux, parce que tout ce qu'on a entendu des 4 autres panélistes que moi, c'est tous les éléments de formation et de développement des compétences qu'on doit faire, les risques, les garde-fous qu'on doit poser. Donc, il faut faire vraiment ce diagnostic-là. Moi, je me rappelle dans mon ancienne vie, quand les premiers ordinateurs, je suis vieux, là, j'ai 63 ans, dans mon ancienne vie, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, les Commodore, les 486, 286, on avait produit une brochure, je viens de la CSN, ça s'appelait, en 82, « Ces puces qui piquent nos jobs ». Parce que les premiers ordinateurs arrivaient, puis on paniquait, parce qu'on ne savait pas comment gérer ça. On a appris à respirer par le nez, comme on dit, puis de développer des compétences, mais à partir du moment où la main-d'œuvre n'est pas dans l'angle mort de vos préoccupations sur l'intégration de l'intelligence artificielle, de tout changement technologique, si la main-d'œuvre n'est pas dans l'angle mort, vous avez un succès. Si, au contraire, vous dites l'intendance suivra, comme le général de Gaulle disait en 1944, bien là, c'est la catastrophe parce que, évidemment, les gens vont être dépassés et tous les risques de l'organisation du travail, de la précarisation, de l'insécurité vont faire en sorte que, rapidement, vous allez être dysfonctionnel. Et là, évidemment, ça va aller dans tous les sens. Moi, j'ai vu une entreprise touristique, je ne la nommerai pas, mais elle a mis dans l'intelligence artificielle les 600 noms de ses 600 employés, numéro d'assurance sociale, genre, adresse, salaire annuel, en voulez-vous, le régime d'assurance et de pension, toutes les données. Et là, c'est aperçu que c'était perdu dans l'info nuagique. Et cette entreprise-là n'avait pas compris qu'il y avait des enjeux d'éthique, mais ils n'avaient jamais travaillé de base avec on s'assoit, puis on respire par le nez, puis on fait quelque chose. Tu as raison, Philippe. Faut prendre le temps. Il y a du temps à prendre, puis de se donner un temps d'intelligence. Pas dire c'est un gadget. Alors moi, et c'est pour ça que la Commission va travailler pour vous proposer des appels de projets pour faire en sorte que vous soyez capable de développer des pistes, des solutions et des mesures de développement des compétences et de formation pour bien répondre autant aux gestionnaires qu'aux travailleurs. Aux équipes. Merci beaucoup, Jean. Donc, Philippe, une phrase ou un mot? Peut-être une phrase aussi. Une demi-phrase? Il y avait beaucoup de virgules dans cette phrase. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je vais dire, c'est possible de trouver des systèmes d'IA alignés, puis il faut réussir à se doter d'outils d'IA qui sont alignés avec ce que vous souhaitez faire.
je pense que je me restreindrais juste à ça. Les cadres peuvent se manifester dans des outils concrets, mais il faut avoir le cadre, puis ensuite on peut choisir des outils. Mais il ne faut pas faire... une des pires choses qu'on peut faire, c'est... Je pense qu'il y avait un point à ma phrase, mais... Oups. Une des pires choses qu'on peut faire... C'est un point virgule, c'est bon. Une des pires choses qu'on peut faire, c'est comme, OK, tout le monde, on essaye, puis on expérimente. Ça crée tout plein de problèmes. Puis je n'entrerai pas dans les raisons de tout ça, peut-être cet après-midi. Oui, merci beaucoup. Donc, Mélanie? D'abord, poser au cœur de votre réflexion, c'est quoi votre identité professionnelle? C'est quoi votre valeur ajoutée? C'est quoi la chasse gardée, là? Donc, ça doit être le point de départ. Puis peut-être des fois, on le perd en cours de route, en fil de carrière. Hein? Qu'est-ce qui est vraiment ma valeur? Puis ça, je ne veux pas qu'on touche. Ça, ce sont les actions, les tâches que je veux poursuivre, que je veux continuer à faire. Et ça dictera après comment on implante l'IA. Donc, ce cadre vient de ce cœur-là. Et après ça, dans toutes les réflexions, impliquer un maximum d'acteurs autour de la table. C'est plus facile de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont là de façon plus accessoire que de rattraper quelqu'un qui n'a pas été impliqué, comme un syndicat, comme un gestionnaire de première ligne, comme des bénéficiaires, des usagers. Donc, dès le départ, mettez sur papier tout le monde qui est directement ou indirectement impliqué par peu importe le projet d'IA, que ce soit un petit ou un grand. Un changement, c'est un changement. Merci beaucoup, Mélanie. Joël? Mais moi, je vais rester sur le 20 secondes. Non, mais écoutez, j'ai eu 45 minutes avant toute seule. Fait que ça va, je suis capable de laisser ma place. Se réapproprier son plein pouvoir décisionnel qui est au cœur de tout projet d'innovation. Voilà. Excellent. Bien, merci beaucoup, Joël. Mathieu? Je vais essayer de faire des phrases avec des virgules, moi aussi. Si je devais résumer, je dirais que puis ça a été dit déjà, mais l'intelligence artificielle, finalement, c'est du mimétisme. Ça essaye d'imiter le raisonnement humain. Il faut collaborer en interne, en externe. Ouvrez-vous au monde. Parlez de vos préoccupations, parlez de vos raisonnements et construisez ensemble. Il y a une force dans l'intelligence collective qui est très présente. Et puis vous l'avez, on le sait. Il faut en profiter. Et puis surtout, pour paraphraser le nom du colloque, cultivez votre intelligence du cœur. Parce que ça, c'est unique et personne ne pourra vous prendre. Merci beaucoup, Mathieu. Merci tout le monde. Merci à chacune d'entre vous pour ces beaux partages, pour ces éléments de réflexion. On est très, très contents de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci.